Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous recevoir dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemakers. Avant de recevoir notre invité, je souhaite prendre quelques minutes pour vous présenter Mountain Changemakers. Lancé en février 2024, Mountain Changemakers est un laboratoire d'action et un média dédié à la transition des territoires de montagne. Pourquoi un laboratoire d'action et pourquoi un média ? Le dérèglement climatique s'impose à nous tous. Les territoires de montagne sont en première ligne et doivent se préparer à un changement de modèle important. Ces changements sont un véritable défi pour les acteurs publics, économiques et associatifs. C'est un défi que nous devons relever collectivement en agissant sur nos modèles, nos métiers et même parfois sur nos vies personnelles. Et bien souvent, le point de départ de ces actions est l'adaptation d'un nouveau récit. Au-delà des constats, en partageant des connaissances, des initiatives prises sur le terrain, en évaluant les pistes et en identifiant les freins, Mountain Changemakers permet cette mise en mouvement. Nous avons fait le choix de la parole pour inspirer, la parole pour montrer la motivation et l'action, pour rassembler et créer une dynamique, la parole pour être responsable, donner la parole à ceux qui agissent de manière équilibrée et positive. Et aujourd'hui, nous recevons 7 invités, représentant le Consortium des Imaginaires des Montagnes, un collectif réuni sous l'égide du Comité de Massif des Alpes, avec dans l'ordre de prise de parole Gilles Chapaz, président de CIPRA France, la délégation française de la Commission internationale pour la protection des régions alpines, Anne Rousseau et Karine Baderier de CAP, facilitatrices en charge de la coordination du projet, Anne Bordet, chargée de mission imaginaire pour Mountain Wilderness, Christophe Amblard, chef de projet Flocon Vert pour Mountain Riders, Sandra Chavaudra, chargée de mission chez CIPRA France, Vincent Nérinck, expert en protection de la montagne chez Mountain Wilderness. En 2024, le Comité de Massif des Alpes a souhaité réunir un collectif pour mener une réflexion autour des imaginaires des montagnes. L'objectif de ce collectif est d'identifier et de décrypter les imaginaires existants et d'accompagner les territoires dans la définition et la mise en route des imaginaires de demain pour la montagne. Alors les imaginaires, c'est quoi exactement ? Gilles Chapaz, président de CIPRA France, la délégation française de la Commission internationale pour la protection des régions alpines. Les imaginaires, c'est un vocable assez complexe. C'est ce qui sous-tend un petit peu toute notre organisation sociale et nos relations au monde, nos relations au reste du vivant. Donc, c'est en fait ce qui donne la façon dont la société va finalement interagir avec voilà, le reste du monde, comment les êtres humains vont interagir entre eux. Et donc, quand on parle de la transition, ça veut dire qu'il va falloir changer nos modes de vie, il va falloir changer notre rapport au monde et donc forcément, il faut aller changer plus profondément en nous, la façon dont on perçoit le monde, de la façon dont on se perçoit entre nous et donc c'est cette question des imaginaires qu'il faut travailler. Karine Baderier, association CAP. C'est un concept qui est très complexe, mais en fait, quand on prend le temps de s'y pencher, c'est finalement, on voit de quoi il s'agit. Et c'est un terme qui pourrait s'approcher pas mal des imaginaires, c'est paradigme. Donc c'est vraiment des lunettes qu'on chausse à un moment donné et qui structurent nos façons d'être, nos rapports au monde, qui façonnent nos façons de penser et qui façonnent finalement aussi nos actes et puis ce qui façonne aussi pour une institution ce qu'on rend normal à un moment donné, ce qu'une institution rend normal et qu'elle légitime, ou bien au contraire qu'elle délégitimise pour expulser. Un imaginaire, c'est assez différent de l'imagination. En fait, c'est vraiment les structures invisibles et intériorisées dont on a hérité, qui sont présentes dans chacun d'entre nous, mais aussi dans nos sociétés, de manière collective. Anne Bordet, Mountain Wilderness. Les imaginaires, en fait, ça correspond à la relation qu'on a collectivement à la nature, aux autres, à la technologie, au temps et cetera et typiquement aujourd'hui, par exemple, si on va se balader ou si on prend le temps de regarder, en fait, on a un imaginaire dominant, qui date de dizaines, centaines d'années, qui est de dire, bah, par exemple, la technologie prend une place dingue, dans notre vie.
On est assez individualiste, en fait, donc notre relation aux autres compte moins. Aussi, on voit la nature comme une ressource et pas comme un tout. Donc voilà, c'est vraiment, tous ces éléments-là et aussi la place du consumérisme en fait, du toujours plus, d'acquérir des biens, du toujours plus, voilà, c'est des choses qui vraiment, du coup, qu'on croise au quotidien et puis qui avec c'est des choses avec finalement avec lesquelles on est dans un environnement comme ça, qui sont entretenus par notre éducation, par, ce qu'on entend, à la télé, par nos discussions, les discours politiques, les marques, enfin voilà, ce qu'on voit dans la rue en fait et c'est ce qui quelque part, construit, notre être et puis nos modes de décision, nos modes d'action, nos modes de pensée, notre façon de vivre en fait. C'est nos modes de vie aujourd'hui, c'est ce qui inspire, ce qui pose, nos modes de vie aujourd'hui. Les imaginaires, ça relève plus de l'inconscient. Les imaginaires, c'est un peu ce qui nous traverse à travers l'éducation, à travers les codes sociaux, à travers toutes sortes de messages qu'on reçoit à travers toute notre vie et qu'on reçoit souvent de façon, sans même s'en rendre compte, hein, de façon informulée, informelle. Et en fait, le récit, c'est justement donner corps à l'ensemble de ces messages pour donner un sens, une cohérence à l'ensemble de ces imaginaires dont on n'a pas forcément conscience spontanément. Christophe Amblard, chef de projet Flocon Vert pour Mountain Riders. Un imaginaire, c'est un ensemble de représentations sociales qu'on se fait, qui viennent un petit peu de nos institutions, de comment on a grandi, de comment on vit, de tout l'affect qu'on a pu avoir dans notre vie. Et en fait, sans se rendre compte, en fait, il infuse. Il est là, il est tout le temps présent. Cet imaginaire-là, il est, mine de rien, très occidental et il est très connoté. Alban Rousseau, association CAP. Pour moi, on part de l'imagination, notre faculté d'imagination en tant qu'être humain, et de notre vécu dans le monde réel. Et en fait, ce vécu, ce qu'on vit, nos expériences, notre réservoir d'expériences, nos expériences passent par cette faculté qu'on a d'imaginer des choses. Et ça donne un imaginaire. Donc ça donne un imaginaire individuel, mais ensuite, quand on parle d'imaginaire, c'est un processus collectif. C'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble de représentations de ce qui sous-tend nos sociétés, donc nos normes, nos codes sociaux et nos représentations sociétales. Donc les imaginaires, ils sont là autour de nous. On est dans un bain d'imaginaires qu'on n'a pas forcément choisi, dont on hérite aussi. Donc c'est une notion un peu complexe parce qu'il y a toujours cet aller-retour entre quelque chose qui se crée à travers nous, nous, individus humains, et nous, société, mais aussi quelque chose dont on hérite et qui vient nous façonner. Voilà, d'où cette posture un petit peu, humble, qu'on peut avoir et c'est pour ça que j'aime les imaginaires aussi, c'est que, on est obligé d'être humble. Les imaginaires nous font, nous ne faisons pas les imaginaires, nous ouvrons la porte à des imaginaires émergents. Sandra Chavaudra, chargée de mission chez Cipra France. Les imaginaires aujourd'hui, déjà, c'est intéressant de voir que c'est au pluriel et qu'il y en a plusieurs et qu'on a chacun aussi son vécu et sa façon de voir les choses. Je pense que c'était intéressant de mettre les mots dessus pour se rendre compte que ce qu'il y a autour de nous, c'est quelque chose qu'en fait on a aussi nous-mêmes créé depuis plusieurs décennies. Et oui, je pense que je fais partie de la génération qui est convaincue que ça doit changer. Et donc, c'est quand même intéressant de voir comment on peut prendre part à ça. Et je ne sais pas si c'est un écart générationnel, mais en tout cas, le fait d'avoir un regard peut-être neuf sur des choses sur lesquelles les personnes avec qui on travaille aujourd'hui ont plusieurs années, ont vu plusieurs territoires évoluer, c'est hyper intéressant d'avoir ce regard-là et de se dire que ça peut changer, et c'est peut-être en train de changer, et qu'on prend conscience de tous les mécanismes, de comment ça s'est créé. Vincent Nérinck, expert en protection de la montagne chez Mountain Wilderness. Les imaginaires, c'est un peu le cadre des référents, du référentiel qui fait qu'on regarde le monde de cette manière. Et c'est important de parler de regard dont on appréhende ce monde, parce que on peut se dire, oui, tout rêveur, la montagne, c'est comme si c'est joli, les petites fleurs, machin. Non. La manière dont on se figure cet espace, ce territoire, cet espace de vie, cette montagne à vivre, va complètement conditionner ce qu'on va en faire et ce qu'on va mettre en priorité en fonction d'un certain nombre des éléments dont on dispose et dont on a choisi de prendre pour travailler dessus. Les imaginaires, c'est un peu quelque part les lunettes avec lesquelles on regarde le monde et c'est hyper important de ce point de vue-là de se le représenter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
comment faire pour identifier les imaginaires? Si on parle des imaginaires de la modernité et qu'on va regarder ce dont on a hérité, nous, sapiens, qui vivons aujourd'hui, ce dont on a hérité de la modernité, eh bien, quand on envoie des personnes sur un territoire multi-acteurs, hein, que ce soit des élus, des agents, des citoyens, des sociopros, etc., et qu'on les envoie en démarche d'enquête sur un territoire, leur territoire, pour aller décrypter quels sont les imaginaires qu'ils peuvent retrouver, voir émerger au travers de différents éléments, eh bien, on va assez vite voir qu'on est façonné par la technique, hein, qui est, voilà, par l'individualisme, mais que ça n'a pas toujours été comme ça. On va être aussi peut-être surpris de voir à quel point on est dans des imaginaires dualistes. Et là, on peut aussi se reposer sur des travaux de recherche. Et c'est vraiment le décryptage des imaginaires, il passe à la fois par la raison et par le raisonnement et par la théorie, mais aussi il s'incarne vraiment, il se ressent profondément dans le corps. Et ça passe aussi par notre rapport au corps déjà et nos rapports à nos émotions. Donc il y a tout un travail sur les imaginaires à aller redonner leur place à la tête, au cœur et au corps. Donc aux émotions aussi, qui ont été quelque part bannies du champ de la modernité, puisque Descartes les définissait comme les passions de l'âme. Donc là, quand on emmène des gens sur le terrain, peut-être le premier travail, c'est d'essayer de rendre visible cet invisible qui nous façonne, donc par un travail d'alternance entre la théorie et la pratique par le corps et le cœur. Et puis ensuite, de voir aussi à quoi finalement, quand on fait la place aux émotions, ce qui n'est pas simple, ce qui demande du temps, quand on fait la place à ses émotions, à son ressenti, et quand on donne la place à ce qui se passe dans le corps, eh bien, voir aussi ce à quoi on est attaché. On est en interrelation, on est sur Terre en interrelation et c'est une des choses propres aux humains aussi, c'est que nous sommes reliés euh, sur la planète, notamment par nos récits et nos imaginaires. Donc, j'ai prononcé le mot récit. Le mot récit, il vient aussi donner du concret à ces imaginaires, c'est-à-dire les traduire. C'est une forme de traduction des imaginaires. Et ces récits, ensuite, ils peuvent se manifester sous différentes formes. On peut utiliser le langage pour le récit. Et donc, on va se poser la question d'un champ lexical aussi. Moi, je viens du monde de l'entreprise et le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de langage mécaniste jusqu'à présent dans l'entreprise ou même guerrier. Ou voilà, donc ça correspond à des univers. Aujourd'hui, on a quelque chose qui glisse davantage vers un vocabulaire du vivant, organique, du vivant. Et donc, ça veut dire quelque chose, ça. Donc, de travailler les récits à travers des langages, à travers des images, à travers des rituels, donc ce qui nous fait nous réunir et exister en tant que communauté ou oui, collectif, communauté, autour d'un territoire, d'un sujet. Et puis, il y a cette histoire de territoire aussi, qui permet justement d'incarner des imaginaires, sur lequel se projettent des imaginaires. La montagne, là j'y vais à l'arrache, mais bon, c'est en gros météo des neiges la veille de Noël, y aura-t-il de la neige à Noël, les bronzés font du ski, allons-y, c'est bon, c'est une pente, on glisse dessus. Et de toute façon, 100% de l'économie, alors 100% j'exagère, mais l'économie de montagne dépend exclusivement du ski. Ça, c'est l'imaginaire actuel. Et qui est en train d'évoluer parce qu'on prend conscience, et on prend conscience collectivement et douloureusement des effets du changement climatique et de la manière dont il met en péril non seulement ce modèle appelons ça le tout ski, là aussi je vais à l'arrache, mais questionne y compris la possibilité de vivre en montagne. Toutes les catastrophes naturelles liées aux effets météo très durs que le changement climatique, le réchauffement climatique nous apporte, questionnent cette réalité-là. C'est une question existentielle qu'on a. Il n'y a pas d'idée de jugement derrière, il n'y a pas de c'est bon, c'est mauvais, c'est grave, c'est pas grave. En fait, on voit vraiment de quoi ils sont faits, pourquoi ils sont arrivés. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous, à dire que les imaginaires, par exemple, de la modernité, ceux qu'on pousse à décrypter, c'est pas une erreur. C'est vraiment un projet qui arrive à son terme. Et quand on va sur les territoires de montagne, en fait, les territoires qu'on a l'ambition d'accompagner avec cette démarche, c'est vraiment des territoires qui se posent des questions, pour qui peut-être
peut-être même des questions qui ne sont pas encore vraiment conscientisées, qui ne sont pas forcément encore posées, mais on voit quand même qu'il y a certaines inquiétudes, certains signaux d'alerte en fait, qui viennent dire, bon, ce modèle, comment on peut, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il arrive et si on considère qu'il arrive à son terme, comment on fait pour passer à autre chose? En fait, le tourisme, c'est vraiment issu souvent d'une vision aménagiste des territoires. Et on voit dans les imaginaires qu'on décrypte que l'aménagement, c'est vraiment dans une vision utilitariste de l'homme sur l'écosystème. Et en fait, ça, on ne dit pas c'est bon ou c'est mauvais, mais on explore en fait plusieurs manières de regarder le rapport au monde. Et si on sort d'un rapport anthropocentré, où l'homme est séparé de la nature et qu'en plus il la domine, il l'aménage, il la rend à son image pour qu'elle soit fonctionnelle, eh bien on passe par d'autres visions qui peuvent être biocentrées. Donc là, on reste toujours sur une séparation entre l'homme et la nature, entre la culture et la nature, mais cette fois au bénéfice de la nature, sous-entendant presque que l'humain est le parasite dont il faut se séparer. Puis on peut évoluer aussi vers une vision écocentrée, où là on s'intéresse aux écosystèmes. Vraiment, c'est le système qui est le sujet. Et pour finir aussi, peut-être, vers une vision multicentrée. Donc c'est tout un travail, un processus d'explorer un peu tous ces champs d'approche pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnerait si, après avoir s'être bien approprié toutes ces approches, on passe au crible de ces approches la question de qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'économie d'un territoire. Parce qu'en fait, le tourisme, c'est assez pauvre et assez limitant que de s'interroger à la question du tourisme. La question, c'est comment nous pouvons vivre, quels sapiens nous pouvons être sur ce territoire, qui n'est pas le même qu'un autre territoire, et sur lequel on ne peut pas venir plaquer une vision, parce qu'en fait, c'est de là aussi que sont arrivés les imaginaires dont on a hérité. C'est d'une vision un peu moderne qui allait envisager quelque chose de permanent et d'universel. On pensait que l'histoire était finie aussi, qu'on allait trouver pour toujours un modèle qui allait fonctionner partout. Et en fait, là, déjà, de sortir de cette idée-là, cela sortir du corps, de l'âme et de l'esprit, eh ben, en fait, c'est déjà toute une révolution culturelle. Et ça demande tout un processus, un cheminement, et ça demande de l'accompagnement. Mais une fois qu'on a réussi à s'approprier ces notions-là, ben, on peut regarder en fait comment, au-delà du tourisme, on peut penser l'économie d'un territoire, et puis au-delà de l'économie d'un territoire, on va penser l'oikos d'un territoire, c'est-à-dire l'écosystème territoire. Il faut se rendre compte qu'on est vraiment baigné dans ces représentations qui nous paraissent naturelles. C'est-à-dire qu'au sein d'un imaginaire, on crée une cohérence, une certaine logique. Donc des choses nous semblent spontanées, des choses nous semblent au contraire absolument antinaturelles. Et en fait, il faut décrypter tout ça. Parce qu'en fait, on voit bien, hein, l'imaginaire, par exemple, de la société occidentale n'est pas le même que l'imaginaire des sociétés orientales ou l'imaginaire des sociétés africaines. Et donc, il faut faire ce travail de décryptage pour voir ce qu'éventuellement on doit changer pour faire évoluer notre rapport au monde et laisser la place à d'autres imaginaires qui permettraient peut-être de construire une nouvelle harmonie de l'être humain avec la nature et en particulier la montagne. Pourquoi est-il aujourd'hui nécessaire de travailler sur les imaginaires des montagnes? En montagne, ailleurs, mais en montagne d'autant plus. En fait, on est face à des grosses crises, qui sont, bouleversements climatiques, du coup des grosses sécheresses, plus de neige, des effondrements aussi, des éboulements. Hem et du coup, voilà, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas qui met en risque, en fait, le fait de pouvoir vivre, en montagne. Et en fait, il y a des chercheurs, des experts, des sociologues qui disent que, il faut vraiment travailler sur, ces imaginaires, ce qui nous façonne, mais vraiment des choses profondes, pour, essayer de sortir de ce mode de vie finalement qui met en péril, le fait de pouvoir habiter en montagne et d'aller vers, des modes de vie qui sont plus soutenables, plus souhaitables, voilà, pour nos enfants, pour nous, en montagne, en 2030, en 2040 et au-delà, en fait. Et donc c'est vraiment effectivement l'idée, c'est de travailler, donc prendre le temps de travailler sur ces imaginaires, prendre le temps de voir effectivement, quels sont les imaginaires qui nous font aujourd'hui, les décrypter et puis, laisser de l'espace, pour, regarder que finalement il y a d'autres imaginaires émergents qui existent dans des initiatives de transition, par exemple en montagne et vraiment, l'idée c'est de voilà,
de se dire, bah, il y a peut-être d'autres façons de vivre en montagne, qui sont liées à d'autres rapports au temps, d'autres rapports à la technologie, d'autres rapports aux autres, dont on peut s'inspirer, qui peuvent être intéressants pour, arriver justement à ces modes de vie plus sereins, plus équilibrés et voilà, qu'on puisse continuer tous à vivre en montagne. L'idée étant de réfléchir vraiment à un nouveau modèle, à un nouveau sens, une nouvelle cohérence pour la montagne dans un horizon un peu plus lointain, peut-être que les 5 ans qui viennent, plutôt réfléchir peut-être à 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est quel récit la montagne va pouvoir porter à l'égard de la société et comment, quel sens elle va continuer à conserver au sein de la collectivité nationale et à destination, par exemple, des visiteurs étrangers. Et donc, ce consortium s'est réuni pour travailler l'ensemble de ces sujets-là en relation avec un certain nombre de territoires pilotes avec lesquels on va réfléchir à la mise en place, l'émergence de nouveaux imaginaires qui permettront de se projeter dans le futur et d'accompagner la transition. Ça se trouve, il y a 200 ans, c'était pas tout à fait les mêmes imaginaires. Et du coup, en montagne, en fait, on se rend compte que ces imaginaires-là, ils évoluent à une vitesse qui est assez folle. Il y a 100 ans, la montagne, ça faisait peur. Il y a 50 ans, on survivait tant bien que mal et on essayait même plutôt de partir. Et puis ensuite, les stations sont arrivées. Et du coup, là, depuis quelques années, c'était le tout ski. On rentre dans une autre période, là, où on se rend compte que le tout ski n'est peut-être pas la seule solution. Ça peut l'être encore pour un petit moment, mais pas. Donc là, on va être dans un changement d'imaginaire qui approche et qui fait peur, parce que bah, chaque personne, en fonction de son vécu, n'a pas forcément les mêmes attentes, ne se projette pas de la même manière dans comme sa relation à la montagne. Et donc, c'est pour ça que les imaginaires, des fois, ça peut créer un petit peu aussi des difficultés de dialogue dans la société, parce qu'on va avoir des projections complètement différentes. On ne s'attend pas forcément à chercher la même chose. Et pour vivre ensemble, il faut réussir à dialoguer et à avoir des imaginaires qui puissent être un petit peu en accord, quoi. Les imaginaires de demain, je pense que ce ne sera pas des nouveaux imaginaires. C'est nécessaire que ce soit dans la continuité de ce qu'on connaît déjà parce que, alors on parle beaucoup de transition écologique ou quoi et je pense que la transition, en fait, elle aurait déjà dû avoir lieu depuis des années et qu'en fait, on est peut-être dans une question d'urgence. Pour autant, je pense qu'on ne peut pas avoir de rupture entre les imaginaires non plus parce qu'il faut que ça puisse être une continuité, que tout le monde puisse s'y retrouver, pour pouvoir, rentrer dedans et que ça devienne concret. Et au niveau des territoires de montagne, je crois que c'est intéressant de commencer par ces territoires-là, parce que c'est peut-être ceux où on voit le plus, la question du changement climatique et l'impact qu'on a aujourd'hui. Hem et je pense que c'est les gens qui sont peut-être les plus touchés. Je parle dans notre monde occidental, du côté occidental évidemment et qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont cette envie de changer et pourtant on est confronté à tous ceux qui sont dans le déni et qui veulent continuer à aller faire du ski coûte que coûte et ces choses comme ça. Je suis évidemment dans les 2 clichés, mais c'est des beaux territoires pour faire naître ces imaginaires et peut-être pour enclencher quelque chose à une échelle un peu plus globale. Quelles méthodes et quelles actions pour faire évoluer les imaginaires? C'est un travail sur le temps long. On n'a pas le temps. Mais on peut commencer à faire bouger des choses et le gros avantage, c'est que, l'imaginaire, une fois en place, il a une capacité d'entraînement colossale. C'est pas juste, mettre une luge d'été pour faire face à un manque de neige. C'est vraiment, avoir une vision complètement différente de ce qui fait sens dans la montagne et pourquoi la montagne, notamment, va continuer à être habitée et qu'est-ce qu'elle va effectivement proposer comme récit. Donc il va y avoir très prochainement, dès que ces imaginaires commencent à prendre corps, il va y avoir, un certain nombre de catégories d'actions qui vont se mettre en place, qui vont entraîner la bascule et qui vont permettre petit à petit à cet imaginaire de se déployer. On est dans un monde qui bouge, on va devoir évoluer dans tous les cas, essayer de se reprojeter sur des choses un peu plus désirables, des choses qui nous donnent envie de vivre ensemble. Le gros de la réflexion va être local, va être sur des communautés, sur comment on vit dans notre vallée, comment on vit dans notre montagne, mais aussi du coup essayer de donner un cadre général qui fait qu'on n'est plus dans des territoires qui se tirent la bourre entre chaque territoire avec de la compétition et peut-être un petit peu plus de partage à la fois sur les viviers touristiques, mais aussi sur comment on fait pour vivre dans ces lieux-là et pas juste exploiter le tourisme. Pour moi, ça passe par écouter un petit peu le vécu des gens qui ont vécu, enfin vraiment l'histoire de pourquoi on est attaché à ce territoire-là et quelles sont nos attentes, quel est aussi le cadre général
de comment on fait pour vivre dans cet endroit-là sans qu'on abîme nos écosystèmes, sans qu'on exploite trop nos ressources, réussir à avoir conscience que il faut qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait depuis quelques années. Et puis, du coup, réussir à trouver un petit peu des initiatives qui nous donnent envie de vivre ensemble plusieurs. L'idée, c'est qu'on s'y mette tous par rapport à ce qui se passe et aux crises qu'on traverse. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on s'y mette tous ensemble à travailler sur ces sujets-là. Donc, on en parle autour de nous, qu'on embarque tout le monde. Et puis, sur un territoire de montagne, c'est-à-dire tous les habitants, quoi. Pas uniquement les élus, les agents d'une collectivité, mais aussi l'agriculteur voilà, qui est là depuis 40 ans, un instit, ça peut être un citoyen, enfin une personne qui bosse dans le monde culturel. En fait, c'est vraiment tous ensemble qu'on arrivera à faire, voilà, à accélérer ce mouvement en fait qu'on commence à voir émerger vers des modes de vie plus sains, plus durables. C'est vraiment, moi je pense, le collectif qui va permettre en fait d'atterrir en fait à 2030, 2040. Comment rendre accessibles ces imaginaires qui sont pas tangibles, mais qui sont quand même tangibles dans nos normes sociales, dans ce qui fait société, dans les codes qu'on va adopter, etc. C'est aussi un fondement de nos cultures. Et comment est-ce qu'on va travailler ça? En effet, on va passer par des vecteurs, par des médias, des vecteurs d'imaginaire pour qu'on puisse s'en saisir, pour qu'on puisse travailler avec les acteurs d'un territoire autour des imaginaires d'un territoire. Donc, tu mentionnais, oui, ces imaginaires au pluriel. Ça, c'est important pour nous parce que il y a l'imaginaire, ok, c'est ce fonctionnement, ce mécanisme, mais les imaginaires, c'est aussi de donner cette possibilité à la diversité de ce qui peut naître dans un territoire donné. On ne va pas forcément avoir le même imaginaire d'un territoire à l'autre, d'un collectif même à l'autre. Voilà. Donc, et pour continuer à répondre à ta question, qui est comment est-ce qu'on met en œuvre, oui, on va travailler des méthodologies, des approches qui vont être en rapport avec les liens, tisser des liens, comment est-ce qu'on travaille en collectif, en coopération, et comment est-ce qu'on co-construit des futurs, des avenirs désirables, responsables en territoire. Et donc là, il y a pas mal d'outils, on va dire, à notre disposition, en passant par la participation, les gouvernances partagées, l'intelligence collective, d'une part, mais aussi par des jeux ou en passant par le corps. Et ça, c'est vraiment le corps est un vecteur d'imaginaire aussi, et se réapproprier des approches sensibles, notamment. Donc, vivre nos expériences de manière sensible. C'est quelque chose qu'on a un petit peu mis de côté pour privilégier le mental et de faire confiance aussi à nos sens pour nous apporter ce qu'est un territoire, ce qu'on ressent dans certains lieux et puis avec certaines personnes. C'est important. D'ailleurs, la réglementation, la législation évolue et nous invite à travailler sur ces questions. Ainsi, la loi climat et résilience de 2017 impose aux massifs, alors les massifs, c'est une entité administrative qui est le socle d'application de la loi montagne de 85, doivent travailler à définir leur plan d'adaptation au changement climatique, dont les Alpes, évidemment. Une des premières données qu'on nous a fournies en tant que membre de la commission permanente du massif, donc les responsables de la définition de cette stratégie, de la construction collective, et ça j'insiste encore, de cet avenir avec l'État, les régions, départements et toutes les parties prenantes, socio-économiques, protection de l'environnement, parcs nationaux, etc. C'est un PowerPoint qu'on nous a envoyé avant la réunion avec une donnée, 82% de l'économie de montagne dépend du ski. C'est faux. Parce qu'on ne parle pas d'économie touristique ou d'économie de la Tarentaise ou de Val Thorens, on parle de l'économie de montagne. Et 82%, c'est un chiffre qui n'existe nulle part. Rien qu'en Savoie, qui est quand même le centre mondial du ski alpin, et avec la Tarentaise, etc., les plus grandes stations, bon an, mal an, et ces données me viennent de Perrine Pellen, qui à l'époque était directrice adjointe de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, c'est bon an, mal an, 2 tiers, 1 tiers, entre été et hiver. L'économie touristique, exclusivement touristique, et non pas l'économie de montagne. Donc, de toute façon, le chiffre est faux. Mais on vous le produit comme étant une base de réflexion. Donc, si vous avez ces yeux-là, évidemment,
que l'enjeu, il est de faire perdurer ce tourisme, ce ski à tout prix, et quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, parce qu'on ne vit que de ça, sauf qu'il est faux. Donc il faut déconstruire ces éléments-là, et y travailler de manière très forte, quoi. Je veux dire, on l'a d'ailleurs recommandé, et ça a été repris à la fois par Joël Giraud, le député qui avait été chargé de faire une étude sur la montagne de demain, mais également par la Cour des comptes dans son rapport de l'année dernière. C'est comment on a ce suivi de ce qu'est déjà l'économie de montagne, la manière dont elle est résiliente ou non à ce qui est en train d'arriver, ce qu'on subit tous, ce n'est pas un choix, aux effets du changement climatique, et comment sur ces bases réelles, avec un suivi continu, on peut arriver à construire quelque chose qui soit résilient et qui permette aux vrais gens de vraiment vivre dans leur territoire. L'idée, c'est pas de savoir si on va skier à Noël ou pas, c'est pas de savoir si à la Coupe du Monde de biathlon, il y a besoin de 5 camions, 10 camions, 20 camions pour faire la piste de manière artificielle. La question, elle est comment on vit demain dans ces territoires. Quelles sont les lunettes, et j'insiste sur ça, qu'on se met pour construire sur des vraies bases une montagne à vivre réellement. Et c'est dans cet aspect-là qu'il faut qu'on travaille collectivement à se projeter dans un cadre réel aussi. On ne peut pas s'affranchir des lois de la physique. Mais il faut quand même se donner le cadre qui, compte tenu de ces contraintes-là, permettre de s'ouvrir à tout ce qu'on pourrait faire demain sur la base de déjà l'existant. Je pense que l'urgence, elle est dans le changement de comportement et que le changement de comportement, il passe par le changement d'imaginaire. Donc, j'ai l'impression qu'on n'a un peu pas le choix. Après, les imaginaires, effectivement, c'est des temps très longs qui peuvent se compter en plusieurs siècles, décennies, années. Mais en fait, quand je dis qu'il y a urgence et que la transition a déjà dû s'enclencher, en fait, elle s'est déjà enclenchée. Il y a déjà des gens qui ont commencé à y réfléchir, sans forcément mettre les mêmes mots dessus, mais qui ont commencé à agir, à réfléchir, à voir ce qu'on pouvait faire, à discuter. Et en fait, là, cette question de repenser les imaginaires, c'est mettre dans cette balance, dans cette réflexion, d'autres personnes qui soit ne s'étaient pas encore posé la question, soit n'étaient pas encore prêts ou ne sont pas encore prêts à se la poser. Et donc, c'est une question sur le temps long, mais ça commence en fait maintenant et ça a déjà commencé. Sans militantisme, activisme, on ne se serait peut-être pas posé la question des imaginaires, mais effectivement, les imaginaires, c'est quelque chose d'assez positif. Et c'est pas que c'est décorrélé de la réalité et qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe. C'est qu'en fait, pour se motiver, pour être ensemble, il y a plusieurs choses qui nous permettent d'agir. Il peut y avoir la colère, pour les militants et les activistes, mais aussi la question des imaginaires, c'est de se dire que c'est pas fini et qu'en fait, on peut encore faire des choses, encore agir ensemble, en collectif, et que c'est réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire de demain. Et peut-être que parfois, les militants activistes, ils se sentent un peu seuls dans leur coin et que c'est leur manière à eux de réunir du monde, mais que peut-être pour trouver des solutions, c'est la suite et c'est les imaginaires. Et qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour la suite ? On sait ce qu'on a fait de mal et ce qui est en train de se passer la suite, mais les imaginaires, c'est voir ce qu'on peut faire de bien à partir de là où on en est maintenant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais imaginaire. Les imaginaires, ils sont là, ils vivent. Ils ont une cyclicité, un imaginaire, grosso modo, c'est-à-dire 2 à 300 ans de façon cohérente, et puis petit à petit, ça change. Et donc, en fait, les nouveaux imaginaires, ils vont simplement émerger du fait que l'imaginaire actuel dominant va petit à petit s'éroder, laisser la place, laisser des fissures au sein de sa cohérence pour que émergent de nouveaux imaginaires qui vont les remplacer, qui ne seront pas forcément meilleurs, mais qui vont donner une autre cohérence. Et a priori, à l'heure actuelle, vu les enjeux auxquels on fait tous face en termes de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, toutes les crises planétaires, on peut espérer que ces nouveaux imaginaires prendront plus en compte ces enjeux et seront plus à même de prolonger l'expérience humaine sur Terre dans des conditions les plus agréables possibles pour tout le monde. On l'entend, les imaginaires sont partout et nous accompagnent dans notre quotidien. Je retiens plusieurs choses de cet entretien. 1. Il est d'abord nécessaire d'identifier les imaginaires dans les territoires avant de travailler sur l'émergence des imaginaires de demain. 2. L'acceptation des conséquences et des enjeux sur nos sociétés du dérèglement climatique impose de définir ces nouveaux imaginaires qui seront un socle pour changer, nous adapter et vivre dans le monde qui vient. 3. Il n'y a pas de bon ou de mauvais imaginaires, mais plutôt ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et enfin, il ne faut pas avoir peur du temps long quand on parle d'imaginaire, car il faut du temps pour qu'il soit adopté par une population. Le collectif des imaginaires est composé des associations CIPRA France, le CEC Parcours Alpes, CAP, Mountain Riders, Mountain Wilderness, avec le soutien du Comité de Massif des Alpes et de Mountain Changemakers. Je les remercie de s'être pliés à cet exercice d'explication. C'était Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Je vous invite à découvrir nos vidéos sur notre plateforme et nos applications mobiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Ce podcast est à retrouver sur Mountain Changemaker, mais aussi sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck et Caroline Berwex.